Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du scouting. Pratique un peu un secret de Polichinelle et pratique un peu connue sans être dite. Du coup je vais essayer de vous décrire aujourd'hui justement en quoi ça consiste, ce que ça vous apporte, quels sont les coûts, quels sont les défauts et ainsi de suite. Alors, en préambule, le scouting du coup c'est quelque chose que j'ai fait. Je connais assez bien je connais assez bien ce que ça apporte, comment ça marche et tout ça. Je vous dis ça en connaissance de cause. Je vais essayer d'être le plus objectif possible sur ce que ça apporte et sur ce que ça fait pour justement que vous puissiez juger par vous-même. Alors le scouting en soi, c'est quoi? Le scouting, c'est justement le fait d'observer et de collecter, en fait, de stocker toutes les informations qui peuvent être publiquement disponibles, justement en traversant les tables et en regardant ce que vos adversaires sont en train de jouer pour justement noter toutes les bicolorités de chaque joueur afin d'avoir l'avantage de l'information pour les futures rondes. Donc c'est justement cette pratique que vous voyez quand vous faites des gros tournois ou des fois même des tournois de niveau moyen, que vous voyez des joueurs avec différents maillots, en fait, ils tournent autour des tables pour justement noter un maximum de joueurs, pour pouvoir avoir toutes les informations pour que dans les futures rondes suivantes, ils sachent au moment où ils s'assiedent quelle bicolorité ils vont affronter. Alors, comment ça marche? Donc, en fait, en termes de trucs, c'est un outil web. C'est un outil web en général assez simple. Ça peut être une application mobile également. Ou, dans l'idée, on va récupérer, on va scraper les informations qui sont sur le Ravensburger Play Hub. Et où on va récupérer toutes les informations nécessaires pour notamment avoir les tables et les deux adversaires qui s'affrontent. Et on va ensuite noter ça de différentes manières. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a 3 à 4 grands outils qui sont utilisés en France en termes d'outils de scouting. L'équipe dans laquelle je fais partie en possède un d'entre eux. Et derrière, il y a deux autres équipes qui en ont également un dont je connais l'existence. Donc ça, c'est des outils qui fonctionnent très bien avec la masse et c'est des outils qui du coup vous permettent de noter assez rapidement les informations clés dont vous avez besoin pour justement pouvoir connaître sur les futures rondes ce que vous allez affronter. Donc en général, ça va être la bicolorité plus le type de deck si c'est nécessaire, s'il y a plusieurs types de decks dans une seule bicolorité qui existe. Typiquement avec Amber Steel, il peut y avoir l'Amber Steel Aggro, l'Amber Steel Steel Song et ce genre de choses-là. Si jamais on ne connaît pas nos adversaires, il y a des outils, il y a des algorithmes en fait qui nous permettent justement de déduire au fur et à mesure des rondes qui avancent. En fait, on stocke l'information en tant que les adversaires sont inconnus et on va pouvoir justement, au fur et à mesure qu'on connaît les adversaires, ou en tout cas qu'on arrive à corréler et à rendre à avoir la connaissance des adversaires, faire un système de cascade pour pouvoir déduire tous les adversaires au maximum possible, et donc de savoir quelle est la bicolorité. Parce qu'au début, deux adversaires inconnus, ben, on va juste mettre les deux bicolorités qui sont jouées, et au fur et à mesure, on va pouvoir les déduire. Alors, en termes d'avantages pour le joueur, donc il faut voir que ce qui se passe, c'est que sur les deux, trois premières rondes, on va scouter. Et à partir de la, en général, troisième ronde, on va avoir suffisamment de personnes qui aura été scoutées de manière à ce qu'on puisse savoir quelle est la bicolorité que l'on va affronter. Une fois qu'on sait quelle est la bicolorité, c'est un avantage énorme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de surprise en termes de quand on s'assied, on sait ce qu'on affronte. Donc on va pouvoir faire des mulligans qui sont beaucoup plus orientés. On sait déjà si on affronte aggro, si on affronte contrôle, si on affronte midrange ou différents types de decks. Quel est le mulligan qu'il faut faire, quelles sont les cartes que l'on cherche dans ce match-up là. Et également, on va pouvoir être beaucoup plus serein sur l'aspect comment jouer le match-up parce que on a déjà plusieurs minutes le temps de s'asseoir et tout ça pour y réfléchir et pour justement mettre en place le plan qu'on a dans notre tête. Ça nous permet aussi justement d'être plus serein mentalement de manière générale parce que on sait ce qu'on va taper. Alors ça a un effet pervers dans le sens où si c'est un très mauvais match-up, vous pouvez vous mettre la pression gratuitement, mais sinon, de manière générale, on considère que ça vous permet d'être beaucoup plus serein, de pouvoir vous poser, de vous dire ok c'est bon je tape ça, même si c'est un 50-50, ça devient un faux 50-50 parce que vous savez ce que votre adversaire joue, mais votre adversaire ne sait pas forcément ce que vous jouez. Donc vous avez un mulligan d'avance, vous avez une partie d'avance en termes de mulligan par rapport à ça. Donc en général, ce qu'on a estimé, c'est que ça a apporté un win rate qui augmente de pas mal de pourcentages, notamment s'il y a un des joueurs
qui est avantagé par rapport. S'il y a un des joueurs qui connaît la bicolorité par rapport à l'autre, dans ce cas, ça apporte un gros avantage de win rate. Moi, j'estime que c'est à peu près entre 5 et 10%, ça peut être encore plus. Ça va être encore plus d'ailleurs, parce que quand vous allez faire de l'Infinity, où les decks sont tous extrêmement puissants et où le mulligan est extrêmement critique parce que rater son mulligan, ou en tout cas, imaginons que vous jouiez bleu-rouge et que vous décidez de mulligan pour un deck anti-aggro et qu'en face il s'avère que ça joue bleu-rouge, vous avez potentiellement perdu la partie avant même d'avoir démarré, en fait, d'avoir joué votre première carte. Donc, le fait de savoir ce que votre adversaire affronte fait que vous ne pourrez pas faire de mauvais mulligan. Ou en soi, vous allez pouvoir augmenter et maximiser vos chances de faire des bons mulligans, donc de forcément jouer la partie en face. Alors, en termes d'avantages pour l'équipe, du coup, pour une équipe, ça permet en fait d'avoir toutes les informations. Ça permet également d'avoir tout ce qui est les statistiques d'utilisation. Ça nous permet de savoir combien de pourcentages sont présents de chaque type de deck. Ça nous permet aussi, en fait, vu que chaque équipe scout en groupe, en fait, on va pouvoir couvrir. Plus une équipe est grosse, plus vous allez pouvoir scouter vite une salle, plus vous allez pouvoir avoir l'information de l'adversaire que vous allez affronter le plus rapidement possible. Une petite équipe de 4-5 personnes pourrait mettre une journée entière pour scouter 2500 tables. Une équipe de 50 ou plus personnes pourrait, en 2 rondes, avoir scouté l'ensemble de la salle. Donc, plus vous êtes, plus c'est facile de scouter, plus l'avantage est énorme. Il faut juste faire attention à ce que quand on le fasse, il n'y ait pas d'erreur de rentrée. C'est ça qui peut le plus amener à des problèmes ou en tout cas induire à l'erreur. C'est si on rentre mal les informations. Dans ce cas-là, on aura la problématique de on a mal rentré les informations, donc information fausse, du coup mauvais mulligan. Il n'y a pas vraiment de défaut à faire tout ça. Aujourd'hui, c'est justement ce qui fait que c'est une pratique qui est tolérée, ou en tout cas qui n'est pas considérée comme étant de la triche par l'Orcana. Il n'y a rien dans les règles de l'Orcana qui l'interdit. C'est une pratique qui n'est pas aimée. C'est une pratique qui pose des problèmes en termes d'intégrité parce que l'avantage qu'a les équipes qui ont accès à ces outils de scouting est énorme par rapport à, on va dire, aux joueurs qui justement, eux, n'ont pas accès à ces outils-là et qui ne peuvent pas profiter en fait de ces informations-là et qui du coup doivent jouer chaque ronde dans l'inconnu. Voilà, c'est vraiment, plus vous avez un deck qui est flexible, plus vous avez un deck qui a ce côté je peux mulligan contre un deck, en fait, plus le scouting va pouvoir vous aider. Mais aujourd'hui, tous ces aspects-là ne sont pas considérés comme étant de la triche. C'est des outils qui nous aident. C'est pas aimé par les arbitres, mais malheureusement, il n'y a rien qui l'interdit, il n'y a rien qui fait qu'on ne peut pas le tolérer. Alors, on commence à voir les arbitres qui essayent de faire en sorte qu'on ne puisse plus circuler entre les différentes tables et tout ça pour éviter qu'on scoute trop. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous l'interdire de scouter. Se protéger du scouting. Alors, on peut pas. Grosso modo, vu qu'on joue à une table, c'est très compliqué de se protéger du scouting de manière générale. Il y a des joueurs qui commencent à inverser les numéros de table pour essayer de faire en sorte que ça fausse justement les informations qui sont rentrées. Mais en dehors de ça, c'est très 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 compliqué de faire quoi que ce soit. À la limite, le plus gros avantage qu'on pourrait dire, c'est aller le plus vite possible, ce qui fait que vos adversaires qui vont aller scouter, si vous avez fini avant eux, ils n'auront pas le temps de vous scouter, même si en général, on se dit que en général, si passer les 2-3 premières rondes, si on n'a pas l'information du scouting, c'est que c'est sûrement un deck aggro. Tout simplement parce que le scouting, sinon on n'a pas eu le temps d'aller scouter, c'est que la partie se terminait très vite. Et du coup, on se dit que c'est forcément un deck aggro en face. Ou en tout cas, on va partir de ce postulat-là. La différence du coup entre équipe contre solo, si vous ne scoutez pas, vous partez avec un désavantage pur. C'est un fait. Parce que c'est une information qui est légalement, que l'on peut récupérer et qui est autorisée à être récupérée. Et vous n'y avez pas accès si vous ne scoutez pas. Donc aujourd'hui, ne pas être dans une équipe qui a accès au scouting, c'est considéré comme un désavantage et c'est
ça le sera tant qu'il n'y a pas un certain nombre de changements qui seront faits. Du coup, pour résoudre le problème là-dessus, il n'y a pas 10 000 solutions. Aujourd'hui, les autres TCG, ce qu'ils font, c'est qu'ils bah, vous avez l'information qui est publique en fait au moment où vous vous asseyez. Typiquement à Riftbound, vous avez la légende. À One Piece, vous avez le leader. Le meilleur moyen, ce serait de forcer les joueurs en fait à ce qu'ils annoncent, soit c'est écrit sur le Ravensburger Play Hub, la bicolorité, de manière à ce que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité, ou au moment où on s'assied à table, que la bicolorité soit révélée par défaut, que ce soit avec une carte ou en une annonce ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est enlever cet aspect information inconnue qui peut apparaître et qui justement, quand on scoute, bah, disparaît. Et voilà, c'était une vidéo assez courte. Le but, c'était de vous parler du scouting, de l'aborder et justement de vous présenter les avantages, les défauts et les conséquences que ce scouting a. Merci.